Bonjour à tous. Tout d'abord, encore une fois, bonjour. Je suis vraiment content d'être là à l'invitation du coach Aziz et, euh, et du MBCA. Alors, quand on a discuté avec le coach, il m'a demandé ce dont je souhaitais parler, et puis j'ai décidé que j'aimerais parler du travail que je fais au quotidien, c'est-à-dire le travail individuel. Le travail individuel, on peut essayer de l'entrevoir de plusieurs manières, mais en tout cas, moi, ce qui va m'importer, c'est de l'entrevoir de la manière d'un travail au niveau d'un staff et d'une équipe. Je ne vais pas parler aujourd'hui du travail que je peux faire durant les off-season avec les joueurs sur du travail de pré-saison. Non, là, je vais vraiment parler du travail individuel et de la démarche que l'on a, à savoir comment on l'insère à l'intérieur du process de développement et le process stratégique de l'équipe. Et puis on va faire ça au niveau des pros, mais aussi on va essayer de faire ça et d'avoir une certaine réflexion au niveau des jeunes joueurs. Donc voilà ce que je vous propose. Si vous souhaitez interagir par éventuellement des questions, ben, n'hésitez pas. Je suis là pour lire les questions, pour voir et puis pour essayer d'y répondre. Donc très bien, ben, écoutez, je vous propose de commencer. Euh, alors, tout d'abord, on va rapidement je vais rapidement un peu me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Euh, Ça fait 25 ans que je fais ce métier et j'ai aujourd'hui l'opportunité et la chance de pouvoir travailler avec des joueuses et des joueurs de très haut niveau et également des clubs de très haut niveau qui me font confiance dans le développement individuel qui aujourd'hui est un vrai métier reconnu à part entière. C'est pas une fantaisie. Il y a tellement de choses à faire dans un staff, je ne parle pas évidemment du head coach, mais en plus du travail des assistants dans la vidéo, dans le scouting des autres équipes, qu'aujourd'hui le travail individuel est devenu quelque chose de très important pour les joueurs. Et donc dans ce processus-là, j'interviens. J'interviens auprès des joueurs individuellement, mais aussi notamment au BLMA, c'est un club de relique féminin. Je suis également intervenu dans le club de Salé il y a quelques temps avant leur titre de champion d'Afrique et j'ai pu travailler avec des joueurs comme Yacine Madini ou Mohamed Choua. Donc voilà, l'idée c'est d'aider les joueurs à se développer pour procéder à ça. Et donc c'est à ce titre-là que je vais essayer d'intervenir auprès de vous pour que vous puissiez comprendre un peu l'idée. Alors, comment j'ai essayé de tourner cette intervention? Elle va se passer en trois phases. La première, c'est déjà essayer de resituer le travail individuel dans son contexte. La deuxième, c'est qu'on va s'attarder sur comment on prépare et on met en place, je dirais, du travail avec des joueurs et des joueuses professionnelles au sein d'un staff durant la saison. Est-ce que ces joueurs ont tous le même statut ou pas? Et troisièmement, on va essayer de voir comment on peut intégrer ce travail individuel, comme je disais, au niveau de la formation des jeunes joueurs. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail individuel, il est au milieu d'un processus, et d'un processus qui est complexe, qui va incorporer les ensembles du staff. D'abord, évidemment, le staff en lui-même, l'aide coach et les différents assistants, mais également le préparateur physique, l'aspect médical, le préparateur individuel technique, et il y a aussi un aspect mental, soit sur des préparateurs mentaux, soit sur du travail qu'on peut faire au quotidien et accompagner les joueurs. Donc je remets vraiment en perspective le fait qu'on fait un sport collectif, que l'important est que les équipes qui gagnent, pardon, ce sont les équipes qui vivent bien, qui jouent bien au basket, collectivement, défensivement, qui sont bien organisées. Mais au-delà de ça, et à l'intérieur de ça plutôt, ben, il y a une part de technique. Et ça, c'est mon métier. Cette technique, je ne vais pas obligatoirement l'appréhender uniquement cloisonné, mais vraiment dans un lien structuré, de manière à ce que l'athlète progresse. Pour vous donner un exemple, j'ai travaillé avec une joueuse qui avait toujours des problèmes d'épaule, constamment. Elle était incapable de faire plus de 25 tirs à 3 points sans avoir des problèmes à l'épaule. Et donc, elle avait un traitement et un protocole médical qui était important, un protocole de préparation physique. Mais en discutant avec le médecin, en observant, on s'est rendu compte allez, euh, qu'elle avait peut-être de la coordination à corriger sur son tir. Je vous donne une image, c'est comme si un haltérophile soulevait une barre uniquement avec ses bras et non pas avec ses jambes et puis après ses bras. Mais avec un ballon de basket, c'est pareil. Quand vous faites ça un million de fois depuis que vous avez 9 ans et que vous avez 25 ans et que vous avez fait facilement un million de tirs, et bien votre épaule, elle est soumise finalement aux mêmes charges, même si le ballon est quelque chose de plus léger qu'une barre. Et en travaillant la coordination, simplement en essayant de mettre les jambes avant les bras dans un processus,
évidemment en continuant d'accompagner sur l'aspect médical et physique, et ben on a réglé son problème. Et du coup, elle n'avait plus ce problème et ce processus-là. Donc c'est pour vous expliquer que ça fait vraiment partie d'un processus qui doit prendre corps et qui doit s'orienter avec toutes les parties. Et évidemment, c'est souvent le head coach qui est responsable de cette coordination générale. Euh, Quand on travaille avec des joueurs professionnels, la question c'était de se dire quel va être le processus qu'on met en place. Voilà, quand le coach vient me voir et qu'il me dit Nicolas, je veux que tu travailles avec telle joueuse ou avec tel joueur, on ne va pas le faire par hasard. On va le faire de manière pensée, on va mettre en place un protocole de questionnement, on va mettre en place ensuite un processus qui va nous amener à dire ok, donc on va travailler avec tel volume de travail, sur telle orientation, etc. Donc les questions qu'on va se poser d'ailleurs, et d'abord, c'est le profil de l'athlète. Est-ce qu'on travaille dans le milieu professionnel? Est-ce qu'on travaille avec un athlète qui est un joueur clé, qui est un joueur cadre, qui est un joueur expérimenté et confirmé? Est-ce qu'on travaille avec des joueurs qui ont un gros temps de jeu? Est-ce qu'on travaille avec des joueurs qui sont là en rotation et qui doivent amener quelque chose à l'équipe sur des moments plus brefs? Est-ce qu'on travaille avec des joueurs prospects? Est-ce qu'on travaille avec des jeunes joueurs? Si je vous dis ça dans la réflexion, c'est que c'est pas du tout le même travail. Alors ça ne sera pas le même travail dans l'approche, on le verra plus tard, mais aussi parfois dans le volume de travail. Il est évident que les joueurs confirmés sont des joueurs qui travaillent beaucoup, mais quand un joueur fait 2 matchs dans la semaine et qui joue 25 minutes par match, il est évident qu'il n'aura pas la même charge de travail qu'un joueur qui va jouer une fois dans la semaine avec 10 à 12 minutes de temps de jeu. Donc ça, c'est un premier point qui est important. La deuxième question qu'on se pose, c'est sur le background, c'est-à-dire est-ce que ce joueur a déjà eu des blessures, est-ce qu'il est fort mentalement, fiable mentalement, on essaie de se renseigner, hein, donc la blessure que je parlais tout à l'heure notamment, de manière à pouvoir orienter le travail. Un troisième point qui est important, c'est qu'est-ce qu'il faisait ou qu'est-ce qu'il fait bien et qu'on aimerait qu'il amène au service de l'équipe, d'accord? Et qu'est-ce qu'il fait soit avec nous parce qu'il était déjà dans l'équipe, soit avec les équipes précédentes. Je vous montrerai tout à l'heure un tableau d'analyse qui va nous permettre d'orienter le travail. Et ça, c'est important, mais ça, c'est évidemment le coach et le staff qui le construisent en premier. Moi, je ne réponds qu'entre guillemets qu'à une commande du staff, c'est-à-dire je veux qu'on utilise ce joueur prioritairement dans telle situation, donc je veux que tu travailles cette situation-là. Ou à contrario, j'ai envie d'utiliser ce joueur dans cette situation, j'ai envie qu'il progresse dans ce paramètre-là, donc j'aimerais que tu orientes ton travail dans ce paramètre-là. Et donc c'est ce qu'on fait. Donc qu'est-ce qu'il doit et qu'est-ce qu'il peut mieux faire donc dans son développement personnel, donc c'est en échangeant avec l'athlète, et dans l'objectif de rendre l'équipe meilleure. Donc encore une fois, je le répète, ça sera à la décision du coach. On échange énormément aussi avec le joueur, ce qu'il souhaite faire, où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire, où il se voit dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et en fonction de ça, on travaille avec lui sur un process, une stratégie pour dire, ok, donc si tu veux être, par exemple, un joueur de Euroleague dans 3 ans sur ton poste de jeu, d'où tu pars, et à mon avis, qu'est-ce qui est important de travailler sur l'année N+1, l'année N+2, l'année N+3, il est évident qu'on ne peut pas tout faire. Donc l'idée, ça sera d'orienter le travail là-dedans pour permettre aux joueurs d'avoir un cheminement. Et là, enfin, je ne l'ai pas mis, mais ce qu'on pourrait faire, ça serait aussi beaucoup regarder des joueurs à qui on a envie de travailler et à qui on a envie de ressembler, pardon, plutôt. Je donne un exemple, si on veut travailler beaucoup sur du jeu sans écran, eh ben, on va peut-être aller voir ce que fait Klay Thompson sur du jeu sans écran, ou Carroll qui joue au Real de Madrid sur du jeu sans écran, parce que ce sont des joueurs qui sont très très forts sur des prises de balles et des réceptions. Voilà, c'est un exemple. Donc ensuite, quand on en est là, une fois qu'on a fait ce questionnement, c'est des choses qui nous permettent d'aider. L'idée, c'est de construire ces interventions. On va analyser ce que font les joueurs, les forces et les faiblesses, et pour ça, on a la chance d'avoir des outils d'analyse. Alors, j'ai décidé de vous montrer celui-là, et puis on va essayer de lire le tableau un peu ensemble. C'est des outils d'analyse, ça que j'appelle des critères objectifs. Ça veut dire ça, ce sont des stats avancées qu'on peut trouver sur des logiciels tels que Synergy ou InStat ou autre chose, il y en a plusieurs. Et ces stats avancées vont nous permettre, nous, d'orienter le travail. Donc je vous propose de la lire. Donc si vous lisez les premières colonnes tout à gauche, là c'est les play types, c'est-à-dire c'est les types de situations. Donc là on a les spot-up, c'est ce qui correspondrait à il se passe un décalage dans l'équipe, que ce soit un travail individuel. Moi je reçois la balle et je tire, donc sur des catch and shoot, sur des situations de mouvement off-ballon. Ça, c'est le premier truc. Il y a les cuts, il y a les transitions, il y a les pick and roll ball handlers, c'est-à-dire c'est moi qui prends le pick and roll, je fais des post-up. Off-screen, c'est les situations où je reçois des écrans. C'est moi qui prends les écrans, comme je vous parlais
avec Klay Thompson par exemple, offensive rebound, isolation, etc. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, là j'ai ciblé sur un joueur précis, c'est pas sur une équipe. L'idée c'est de dire la deuxième colonne, percentage of time. Moi je sais en regardant ce tableau par exemple que sur du spot-up, le joueur, 41,7% des fois où il tire dans cette situation-là. Voilà. S'il est dans le cut, c'est 13,6%. Et derrière, si on revient à point per game, PPP ici, ce qui est une stat intéressante, point per possession, pardon, je sais que ce joueur, chaque fois qu'il est dans ce type d'action, il marque 1,34 points pour l'équipe et qu'il nous fait un rating excellent. Donc, par exemple, le coach, moi, il va me demander, Nicolas, ce joueur, il est très fort là, il marque 5 points, 6 points par match là-dessus, il faut que tu maintiennes son niveau de performance. Donc, si le joueur à 3 points, par exemple, il est déjà à 40, 42, 43%, c'est déjà quelque chose qui est vraiment excellent. Donc, moi, je vais devoir travailler au quotidien avec l'athlète pour essayer de maintenir ce niveau de performance-là. À l'inverse, par exemple, il ne faut pas se tromper sur le rating excellent parce que, par exemple, si on voit off-screen, il est excellent, on se dit, ah, il est excellent sur le off-screen, donc je vais aller le mettre sur le off-screen. Mais si vous regardez bien, ça représente que, allez, 5% des situations de jeu. Donc, là, le questionnement, il est double. Soit le coach me dit non, non, je ne veux pas m'embêter avec ça. Moi, je veux utiliser le joueur dans le spot-up, dans 2-3 situations. Je veux que tu travailles là-dessus. Parce que 4 fois, je veux dire 4,8%, c'est pas significatif. Ou alors, au contraire, il me dit ah, ben tiens, je trouve qu'il est plutôt pas mal dans cette situation off-stream. Il progresse. J'aimerais que tu le fasses progresser. J'aimerais qu'on aille vers ce travail-là, etc. À côté de ça, par exemple, si on choisit peut-être un poste 3, on peut dire, ah ben tiens, le post-up, il joue que 5%, le coach, il aimerait qu'il monte aller à 10% de post-up joué, parce qu'il a un rating excellent. Donc lui, il va le mettre dans les situations de post-up. Nicolas, s'il te plaît, prépare le joueur à être efficient et fort dans ces situations de post-up. Voilà. Donc ça, c'est un premier outil qui est très intéressant. Et évidemment, à côté de ça, on a les zones de tir, etc. D'autres outils, mais j'ai préféré et j'ai décidé de vous montrer celui-là, parce que c'est un outil que j'appelle des critères objectifs bien précis qui va me permettre, moi, même avant de commencer le travail avec le joueur, de mieux le connaître. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce logiciel-là pour travailler avec les joueurs, parce que la vidéo fait aussi partie du travail individuel, si vous aviez cliqué sur, par exemple, les chiffres bleus ici, ben, ça m'aurait directement sorti toutes les vidéos de ces situations en spot-up. Donc, c'est facile pour moi de revenir vers le joueur, de lui dire, voilà, ça c'était très bien, ça c'était excellent. Donc, on travaille comme ça entre un retour vidéo et un retour terrain. Donc ça, c'était pour un des outils d'analyse, je dirais, de critères objectifs. Ce sont des chiffres qui nous permettent, nous, de programmer et d'avancer dans le travail. Un autre outil qu'on va utiliser, mais là, pour le coup, moi, j'appelle plutôt ça des outils d'analyse un peu subjectifs, et ça m'est personnel, ça c'est des choses que moi je crée un peu plus. C'est simplement des tableaux avec des fiches d'observation d'1 à 5 étoiles sur, on va dire, ses qualités cognitives et ses qualités motrices. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que dans un processus de développement, j'ai besoin de voir avant de commencer avec un joueur s'il est coachable, s'il est transformable, s'il est autonome dans le travail, s'il est capable d'être déterminé avec des objectifs personnels, s'il cède à la frustration ou pas, si son body language est bon ou pas de manière globale et générale. Parce que dans le travail individuel, évidemment, il y a tout ce travail de skills avec le ballon ou sans le ballon, mais l'accompagnement du coach individuel, c'est aussi aider le joueur à se transformer dans ces paramètres-là. Donc moi, au départ, j'ai besoin de savoir et de l'observer pour savoir s'il est bon là-dedans. Parfois, on a des joueurs qui, dès qu'ils ratent 3 tirs à l'entraînement, sont très frustrés, et évidemment, ça va avoir un impact obligatoirement sur le travail qu'on va faire à l'entraînement. Donc ça, ce sont des choses qu'on essaye de corriger doucement, tranquillement, par des méthodes, par des techniques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, on pourra en revenir, mais c'est les motricity skills. Et pourquoi je parle de motricité? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de spécificité sans généralité. Et dans les généralités, ce sont les motricités dont on parle. Alors évidemment le footwork, tout ce qui est coordination, dissociation, motricité, balance, ce qui est l'équilibre, repères dans l'espace, etc. Donc tout un ensemble de footwork. Utiliser l'endurance, la force et la vitesse, évidemment, où il en est au niveau de l'endurance, de la force et de la vitesse, de la coordination, dissociation et des balances. Pourquoi je fais ça? Parce que si par exemple on va travailler sur un offside, c'est-à-dire le côté faible d'un joueur, très souvent on va se rendre compte qu'il est en déficit au niveau de la vitesse, au niveau de, si on fait dribbler, au niveau de l'endurance du dribble, au niveau de la coordination et de la dissociation. Donc
il est très difficile pour moi de faire progresser un joueur sur sa main faible si je ne vais pas, en collaboration également avec le préparateur physique, aller sur un travail de coordination, de dissociation, d'endurance, de force, de vitesse, adapté basket, spécifique basket, mais ça c'est important. Voilà. Donc moi, une fois que j'ai tous ces outils-là, c'est-à-dire cet outil d'analyse avec des critères objectifs, celui-là plus d'autres, et derrière des outils d'analyse que je rappelle plus subjectifs, donc sur son aspect cognitif et son aspect moteur, je suis capable d'aller travailler. Euh, Par rapport à ça, là, on va passer et on va changer et on va travailler différemment en fonction du profil de l'athlète et on va changer les méthodes, je dirais, au niveau du profil de l'athlète. D'abord, un premier point, c'est pas dans le PowerPoint, mais l'idée c'était de dire la fréquence des entraînements. Et bien ça, comme je disais, ça sera en fonction de plusieurs critères. Euh, L'année dernière, en tout cas cette année qu'on n'a pas pu finir malheureusement, au BLMA, l'équipe elle était en Euroleague. Elle était en Euroleague, ça veut dire qu'elle jouait 2 fois la semaine avec les déplacements, etc., etc. Donc ça veut dire que c'était des périodes où il était très compliqué d'avoir des temps de travail avec des athlètes. Si on a un match dans la semaine, c'est plus facile. Donc si on programme un match dans la semaine, donc le coach va me demander de travailler peut-être 2 à 3 fois avec un joueur. Le temps qu'on y passe, honnêtement, la plupart du temps, vaut mieux 25, 30, 40 minutes maximum intense plutôt que de faire 1 heure et demie de rajouter de l'entraînement. Le problème n'est pas le temps qu'on y met, mais ce qui est important, c'est l'intensité à laquelle on travaille. Alors, les athlètes, la plupart du temps, aiment beaucoup d'intensité, je vais en parler juste après. Parfois, il peut y avoir des séances d'entraînement avec moins d'intensité, mais dans l'idée, c'est ça. Moi, j'ai décidé de prendre 2 joueuses pour qu'on discute un peu justement de la manière dont on travaille avec le profil des athlètes et 2 joueuses qui sont vraiment distinctes et différentes. Alors, ces 2 joueuses-là sont toutes les deux très très fortes, mais il y a une distinction bien commune. Alors, on va commencer par Samantha Whitcomb. Samantha Whitcomb, c'est une joueuse de 31 ans, donc qui est plutôt dans la deuxième partie de sa carrière. C'est une joueuse forte et expérimentée. Donc, si elle ne fait peut-être pas partie des top 20 joueuses de la WNBA, en tout cas, c'est une joueuse WNBA qui est bien implantée. Elle est joueuse WNBA, joueuse Euroleague. Elle a été championne WNBA avec Seattle en jouant un rôle important dans les playoffs et dans les finales. La même année, elle était finaliste du championnat du monde avec l'Australie contre les États-Unis. Quand elle revient, elle enchaîne les finales LNB et une finale de l'Eurocup Women avec le BLMA. C'est une joueuse qui ne s'arrête pas. C'est une joueuse qui ne s'est pas arrêtée de jouer depuis 2 ans et demi. Donc, je vais être très honnête. Moi, quand je travaille avec Samy, j'ai toujours énormément aimé travailler avec Samy. Au début, c'était un peu compliqué. J'ai dû m'adapter, comprendre ce qu'elle attendait. Mais une fois qu'on a compris ça, moi, j'ai pas amené grand-chose à Samy Whitcomb. Samy Whitcomb, elle, ce qui l'intéressait, c'était de travailler, parce que cette fille est déjà dans l'excellence du travail. On pourrait même penser que parfois, c'est énorme la manière dont elle travaille, mais elle est dans l'excellence du travail. Et elle, elle décide et elle sait ce qu'elle veut. Donc quand elle vient travailler, elle le fait avec intensité, elle peut venir travailler toute seule, et quand on vient avec elle dans des situations, elle veut des situations réelles de match. Elle n'attend pas à ce qu'on lui corrige son pied, son orteil, son pouce. Ça, elle est passée à autre chose. Elle est déjà dans un haut niveau de performance. Et c'est une joueuse, par exemple, on va montrer les situations, qui va être aussi forte sur des situations de catch and shoot. D'accord? Donc ça, c'est ces situations-là. Et c'est une joueuse qui est vraiment reconnue en WNBA. Alors, sur un role player, de vraiment être une shooter à 3 points. En Europe, dans l'équipe du BLMA cette année, elle n'était pas que ça et surtout pas que ça. Elle a été capable d'évoluer et de transformer son jeu en étant beaucoup plus complète. Mais ce que va attendre Samy, c'est de retrouver à l'entraînement des situations qui sont en train de reprendre exactement ce qu'elle est en train de faire en match. Donc ça doit être réception, tir assez rapidement sur des grosses séries. Ça va être des utilisations d'écran, là, comme on vient de le voir, avec de la lecture par rapport aux défenseurs et de la prise d'information. Donc ça, c'est important de me demander toujours, mettre des situations où on devait read the defense, lire ce qu'on fait. Donc on trouvait des situations où moi je m'y mettais, elle devait lire ce qui se passe, on mettait un deuxième défenseur, elle devait s'adapter. Mais c'est une joueuse, vous voyez, qui est capable de shooter après pull-up, qui est capable de shooter après catch and shoot, qui est capable de shooter après prise d'appui. Donc quand je travaillais avec Samy Whitcomb, on était vraiment sur ce travail-là. Je n'apporte pas énormément de choses, entre guillemets, à la transformer. En plus, elle a un shoot atypique et c'est un shoot que je ne veux surtout pas transformer puisqu'elle s'est faite comme ça et c'est une joueur qui est capable de tourner avec un gros volume de tir aux alentours des 38-40% avec des moments où elle est très très à droite. Donc voilà, ça c'est le premier profil, joueur expérimenté.
On est à l'entraînement pour créer des situations de jeu, créer des situations de rythme, mettre les joueurs dans les situations qu'ils aiment, mettre des joueurs dans les situations où ils doivent lire et comprendre ce qui se passe, mais finalement on peut les transformer. Ça, c'est le premier point. Puis derrière, on prend une deuxième joueuse sur un profil totalement différent. Alors, Gabby Williams, c'est une jeune joueuse de 23 ans, mais c'est pareil, c'est quand même une très très forte joueuse. Alors, cette fille a la capacité de jouer en attaque 1, 2, 3, 4 et de jouer et d'être capable de défendre sur des 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est une joueuse très importante dans un rooster, dans un effectif. C'est une joueuse qui a été draftée à la 4e position en 2018 à Chicago, qui a fait une première année de rookie qui était intéressante, où elle était capable, je vous dis, de jouer du poste 1 jusqu'au poste 4. Par contre, c'est une joueuse qui n'avait absolument pas dans son jeu le tir à 3 points. Donc, dans son process de développement, elle est très très forte sur le drive, elle a des qualités athlétiques incroyables, mais elle n'avait pas cet aspect-là sur le shoot à 3 points, donc elle était peu respectée là-dessus. Et dans son processus de développement, quand elle est venue en Europe, évidemment, elle est arrivée dans le BLMA avec une équipe où elle avait plus de responsabilités. Et donc, elle en a profité pour prendre ses responsabilités, pour travailler sur ce tir à 3 points-là, pour progresser dans cette caractéristique-là. Avec Gabby Williams, on ne travaille pas du tout de la même manière. Avec Gabby Williams, j'ai dû, au contraire, c'était une joueuse quand même, je vais vous montrer les stats et vous montrer ce qu'elle fait. Gabby Williams, si vous regardez ça, c'était une joueuse qui, dans ses années universitaires, shootait 4 fois dans la saison à 3 points, donc c'était insignifiant. Elle était à 8% de réussite. En WNBA l'année dernière, sur sa saison de rookie, elle shootait un shoot par match et elle était à 20%. Et au BLMA, et bien avec le travail qu'elle a pu faire, qu'on a essayé de réaliser ensemble, et bien elle était à 4 shoots par match et elle a réussi à monter à 34%. Quand une joueuse est à 34%, c'est plus pareil. On la respecte sur le tir. Et quand on commence à la respecter sur le tir, et ben il y a des drives qui sont ouverts et des choses qu'elle sait très très bien faire. Donc, encore une fois, là, c'était un travail totalement différent qu'on a mis en place avec Gabi. La question et la réflexion, c'était de se dire au départ, pourquoi elle ne marque pas? Qu'est-ce qui se passe? Et c'était une porte d'entrée qu'il fallait qu'on trouve. La porte d'entrée dans le cas présent, c'était vraiment travailler sa coordination. Je dirais que ce que j'appelle que les bras restent sous le contrôle des jambes, justement. Donc, on a fait beaucoup de travail coordination avec la barre pour après essayer de retrouver les mêmes sensations avec le ballon. Elle, dans des situations de match aussi, mais dans des situations beaucoup plus arrêtées. Ça a petit à petit construit sa confiance. Elle a eu des séquences et des moments où parfois elle shootait trop, mais ça c'est le coach qui l'a corrigé. L'idée c'était de réussir à trouver. Mais là par exemple, vous voyez sur ce match-là, elle a mis 6 shoots à 3 points, elle a fait 6 sur 9 à 3 points. Pour vous donner un ordre d'idée, elle a mis 7 shoots à 3 points dans sa saison WNBA, la saison qui précédait. Donc ça a été vraiment une vraie transformation. Et Gabby Williams, si c'est une joueuse qui consolide son tir à 3 points sur les saisons qui arrivent, ça sera pour moi une top joueuse mondiale et à coup sûr une All-Star WNBA dans les 2-3 saisons qui suivent. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. C'est tout un ensemble quand un joueur progresse et quand une joueuse progresse. Hein. Mais si elle le fait, c'est d'abord qu'elle est capable de le faire. Nous, après, en tant qu'entraîneur individuel, on va juste trouver les moyens et l'aider à ce qu'elle trouve, je dirais, les clés pour pouvoir progresser. Par exemple, si vous regardez ce tir-là en fin de possession, il était vraiment très bien coordonné. Là, elle était dans des phases où elle était vraiment très très bien. Alors Gabi, c'est une joueuse qui a besoin de beaucoup travailler, qui se transforme vite. Quand elle travaille, qu'elle transforme vite, elle gagne en confiance. Et quand, parce que parfois on a arrêté de travailler ou parce qu'elle avait des blessures aussi, j'en ai pas parlé, mais parfois quand les joueurs se blessent, eh bien, il faut retravailler là-dessus. Mais je ne me fais aucun souci sur le fait que Gabby Williams sera dans le futur une joueuse très très forte. Et puis si on a pu un peu y contribuer, ça sera un grand honneur pour nous. Voilà, donc ça c'était Gabi. Donc voilà, pour vous dire que nous on doit en tant que coach absolument adapter dans le milieu professionnel la manière dont on travaille. Parce que les athlètes sont très attentifs à ça, parce qu'il y a des athlètes qui sont expérimentés, qui sont des joueurs professionnels. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en soif et pas envie d'apprendre. Si on discute et qu'on dit, ah ben tiens, peut-être que ça serait bien de corriger un peu ce truc-là, il faut le faire, mais il ne faut pas y aller d'emblée. Et puis, il faut s'adapter à la caractéristique, aux critères des joueurs. Voilà. Ça, c'était pour l'aspect professionnel. On a déjà fait 20 minutes là-dessus. J'aimerais bien aller aussi 20-25 minutes sur le travail que l'on fait avec les jeunes joueurs. Alors, on peut parler de joueurs de 12, 14, 13,
peu importe l'âge avec lequel on travaille. L'idée, c'est, pour moi, ça part de 3 questions et 3 réflexions. La première, c'est développer les jeunes joueurs est plus important que gagner. Et regardez, j'ai mis un point d'exclamation et j'ai mis un point d'interrogation. Parce qu'en fait, on peut vraiment se poser la question. Moi, si vous me demandez ce que j'en pense, je pense que en pro, il faut gagner et donc il faut développer les joueurs. Et qu'en championnat de jeunes, le championnat, les matchs ne vont être des outils qu'au service du développement des joueurs. Alors un développement individuel, mais aussi un développement collectif, technique, tactique, physique, mental, tout ce que vous voulez. Et que si on fait plutôt bien les choses, ben on a plus de chances de gagner que si on ne fait pas bien les choses. À l'inverse, il serait facile de tricher, aller faire des zones, etc. Mais dans l'idée, enfin, on pourrait reparler des zones, mais ce n'est pas le sujet. Mais on peut tricher si on veut gagner en jeune, ça c'est évident, on peut cacher ses faiblesses. Mais est-ce que c'est la bonne option et la bonne solution pour aider nos jeunes joueurs à progresser? En tout cas, moi, ce n'est pas l'option que je prends et ce n'est pas l'option que je vais vous proposer. L'idée, ça va être vraiment d'avoir une réflexion pour comment aider les joueurs à progresser. Ensuite, ça va être une réflexion sur les méthodes classiques que l'on a dans l'apprentissage des fondamentaux. On y reviendra, moi je suis plus aujourd'hui tellement persuadé que ce que l'on a l'habitude de faire depuis des années, la manière dont on travaille les fondamentaux, la manière dont on isole les fondamentaux du match, que la manière dont on les simplifie, en partant du principe qu'il faut partir toujours d'une tâche très très simple pour aller vers une tâche très complexe. Je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui ce soit obligatoirement la meilleure des méthodes, en tout cas c'est pas la mienne. Et c'est pas celle où moi je me sens à l'aise, donc c'est pas celle que je développe. Et puis après, je vais vous parler un peu de la méthodologie par rapport à ça. Euh, Déjà, il faut être capable de comprendre, encore une fois, que l'aspect technique fait vraiment partie d'un processus et d'un processus qui n'est pas cloisonné avec le travail physique, mental et technique et tactique, pardon. Donc, quand vous allez travailler avec des jeunes joueurs, ce qui va être important et ce qu'il va falloir penser, c'est oui, il va falloir faire des fondamentaux individuels, mais il va falloir être capable de toujours les ramener dans une situation tactique où ces fondamentaux vont devoir s'exprimer parce qu'ils sont un moyen de répondre à une situation et pas obligatoirement faire les fondamentaux de manière fermée et arrêtée. Si je vous dis ça, c'est parce que je vois trop souvent, par exemple, on va prendre l'exemple du tir en course et qu'on reverra un peu tout à l'heure sur des situations. Euh, Quand on a l'habitude d'apprendre le tir en course de manière classique, appui long, appui long, appui long, appui haut, on travaille le tir dans une seule situation. Et est-ce que cette situation correspond vraiment à toutes les situations? Moi, je peux vous donner la réponse. La réponse, elle est non, obligatoirement. Et pourquoi la réponse, elle est non? Parce que, euh, parce que le propre d'un match, c'est l'incertitude. Et quand on travaille les fondamentaux avec les joueurs, on les travaille souvent dans de la certitude. C'est toujours la même situation, tu fais toujours le même dribble, tu fais toujours le même appui, puis après on passe à une autre situation, puis après on passe à une autre situation. Ça, ça me pose plusieurs problèmes. Le premier problème que ça me pose, c'est qu'on va considérer que tout le monde doit toujours faire la même chose, et on verra qu'en fonction des caractéristiques des joueurs, vers les joueurs pros, mais aussi des jeunes joueurs, tout le monde ne peut pas jouer de la même manière. Parce que sinon, tout le monde ne peut pas s'exprimer. Je prends un exemple simple. On apprend un tir en course toujours dans le même rythme d'appui, dans le même rythme de lâcher de balle. Un mec à 2,5 m qui pénètre peut aller poser un lay-up facilement. Un meneur d'1,70 va se faire contrer avec le même rythme de tir, avec le même rythme d'appui. Donc ce qui va être important, ça va être d'aider les joueurs à reconnaître ce qui se passe pour après trouver des solutions alternatives. Euh, donc ça c'est un premier point. Moi je vais d'abord quand même vous parler de l'histoire de dire, quand on est coach, euh, pour bien faire jouer notre équipe, c'est simple, en attaque, le but, c'est qu'on crée seul ou ensemble de l'espace et donc du temps pour trouver un tir qui a le plus de chances de me rentrer. Ça, c'est simple. À l'inverse, quand on est en défense, l'objectif d'une bonne défense, ce sera de limiter au maximum le temps et l'espace pour que l'équipe adverse ait le tir le plus difficile à mettre. Mais c'est pareil sur le travail individuel. Que vous travaillez, l'objectif d'un joueur et l'objectif que j'ai quand je travaille avec les joueurs individuels, il est double. Un très bon joueur est quelqu'un qui sait se créer de l'espace et du temps. À côté de ça, un très bon joueur, c'est aussi quelqu'un qui est capable de jouer avec très peu d'espace et très peu de temps. Le principe du débutant, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour faire les choses et beaucoup d'espace. Donc nous, ce qu'on veut, c'est diminuer cette relation espace-temps, soit permettre de trouver quelque chose qui est très facile pour nous, soit au contraire de la réduire et d'être capable de jouer dans ces situations-là. Je vais vous montrer par exemple une vidéo que j'ai l'habitude, enfin on peut regarder plein de vidéos, mais
On va prendre un joueur professionnel, on va prendre Steph Curry, si vous regardez bien. Et pourquoi je vous montre cette vidéo? Je vais vous la montrer parce que justement, dans le travail que Steph Curry va faire pour trouver des situations de tir, il va être toujours dans l'idée, il est devenu très fort, c'est ce que les Américains appellent separation drill, il va être très fort pour trouver justement des séparations. Et puis, on va dire que Steph Curry a une phrase qui est super intéressante, c'est si j'arrive pas à trouver de l'espace pour battre mon joueur devant, eh ben, je vais aller le battre sur le côté ou je vais aller le battre derrière. Et là, si vous regardez bien, on fait toujours du travail de in and out, on fait du travail de séparation. Là, tout est lié, le footwork. Mais qu'est-ce que fait Stephen Curry sur cette situation? Parce qu'il maîtrise la balle et d'autres choses, mais il va, par du travail d'in and out, se créer de l'espace et donc se créer du temps pour pouvoir tirer. Voilà, ça c'est sur un simple mouvement. On peut trouver ce mouvement-là, mais on pourra en trouver d'autres qu'on va voir derrière. L'idée pour lui, à ce moment-là, dans son in and out, c'est de créer son espace et son temps. Et ensuite, il va adapter sa vitesse de bras à l'espace de temps qu'il a. S'il a beaucoup de temps, il va avoir une vitesse de bras qui est, on va dire, plus classique. S'il n'en a pas, c'est un joueur qui va être capable d'aller chercher des vitesses de bras beaucoup plus rapides, des lâchers aussi de balles beaucoup plus rapides, on peut en parler. On enferme souvent les joueurs dans un lâcher souvent le même, casser le poignet. Oui, séparation, c'est créer l'espace, en effet. Séparation, c'est bien ça. Donc là, ici, dans cette situation, c'est ce qu'il dit. Donc si je trouve pas d'espace devant pour créer mon espace, pour créer mon tir, eh bien, il y en a derrière. Et là, si vous regardez bien, regardez sa vitesse de bras. Bon, il crée son espace par du footwork, mais derrière, il a une vitesse de bras qui est très rapide pour lâcher la balle. Le défenseur n'a pas le temps de revenir. Tout ça, il faut le travailler avec les jeunes joueurs en ayant à l'esprit que c'est pas grave s'ils ratent. Moi, ce qui m'importe quand je fais du travail d'un contre un avec les jeunes joueurs, du travail de développement, etc., c'est de toujours essayer que ces joueurs réussissent à créer leur situation de tir. Ça, c'est le plus important. L'objectif n'est pas de marquer dans un premier temps. L'objectif est de trouver et de créer sa situation de tir. Ici, pareil, un travail technique associé à un travail de footwork et de coordination. Mais ça, je travaille également ça avec les jeunes joueurs. Au départ, ils se mettent le ballon sur le talon, mais c'est pas grave. Mais j'amène le ballon d'un côté, bam, je reviens dans du travail technique et je crée énormément de temps et d'espace pour tirer. Là, vous avez vu, le joueur a énormément de temps et d'espace pour tirer, donc il est plus confortable. Donc ça, c'était vraiment les premières situations où on va pouvoir aller trouver, je crée mon espace, je crée mon temps pour pouvoir tirer. Ça, c'est le premier point. Derrière, on va aussi et surtout être les garants de mettre en place des situations, vous vous débrouillez comme vous voulez, où le joueur va avoir très peu de temps et très peu d'espace pour tirer. Ces situations-là, pour moi, elles sont importantes. Pourquoi? Parce qu'elles reflètent vraiment la réalité du match. Prenons un exemple simple, encore une fois, sur un travail de tir ou de lay-up. On a programmé les enfants pour être sur appui long, appui haut, sur 1-2. Résultat, leur cerveau ne sait faire que ça. Et quand il sait faire que ça, ben, quelle que soit la situation, il fait ce tir en cours. C'est pour ça souvent vous avez des enfants bloqués sur le deuxième appui qui ne peuvent pas tirer, qui reviennent en arrière et qui finissent par une passe ou un tir compliqué. C'est parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait. Ils sont enfermés dans, je dirais, dans des motricités. Et derrière, ils ne sont pas capables de comprendre et d'adapter leurs pieds, et leurs appuis et leur footwork à ce qui se passe. On va prendre une deuxième situation. L'idée, c'est, là cette fois-ci, on n'a pas le temps. Donc ici, on va prendre les drives de Tony Parker parce qu'en question de finition dans la raquette, c'est quand même le plus... En stat NBA, c'est le joueur qui a le plus gros pourcentage d'adresse sur ces pénétrations-là. Et que vous allez voir que Tony Parker, sur plein de situations, là par exemple, là il n'a pas le temps. Donc dans son lâcher de balle, dans sa vitesse d'appui, il n'est pas dans des appuis classiques. Il va être dans des appuis 1-2 très rapides au sol, dans des lâchers de balle très rapides au sol. Et ça, on ne le travaille pas assez. On ne le travaille pas assez parce qu'on est obnubilé souvent quand on travaille avec des jeunes joueurs sur le casser du poignet, le lay-up, et on part du principe de dire faisons des choses simples, on ira vers des choses un peu plus compliquées. Moi, je ne pense pas honnêtement que ce soit comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et là, c'est pas, à mon sens, la manière dont je suis le plus à l'aise pour aider les joueurs à se développer et à travailler. Donc, en situation fréquente d'entraînement, ben, vous prenez exactement la même chose, vous mettez un joueur à côté de lui, un joueur qui vient devant, et le joueur doit être capable de s'adapter et de voir ce qui se passe pour varier et trouver des situations justement où il n'a pas le temps. Un paramètre très important
dans le développement du jeune joueur, c'est la flexibilité motrice et technique. Donc là, j'en parlais un peu. Mais ça, c'est quelque chose, si vous voulez rendre l'apprentissage des fondamentaux efficace dans une situation de jeu, dans une situation de match, vous devez être capable de prendre ça en place et en compte. Tous les joueurs de très haut niveau, tous les experts dans une discipline, dans le basket, dans ce que vous voulez, ont une très grosse flexibilité motrice. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'avoir énormément de réponses, énormément de footwork par rapport à la situation qui se passe et ils ne sont pas enfermés dedans. En même temps, la flexibilité motrice va augmenter la flexibilité technique. Ça va être la même chose. Je vous parlais du tir, mais par expérience, quand j'ai souvent travaillé avec des joueuses françaises, où on a beaucoup passé du temps à travailler tout au long de leur développement de jeunes joueuses sur du cassé de poignet, cassé de poignet, cassé de poignet, et ben c'est compliqué pour elles d'aller faire d'autres tirs, comme du flotteur, comme un shoot rapide pour lâcher la balle, etc. Elles sont dans un premier temps pas vraiment à l'aise, et puis après elles s'y mettent. Pourquoi c'est compliqué pour elles? C'est parce qu'on les a enfermées dans un schéma moteur et technique où il y avait très peu de flexibilité. Voilà, toujours les mêmes appuis, toujours les mêmes tirs, etc. Donc l'idée, encore une fois, c'est quand on travaille avec les joueurs, mettre en place des situations qui développent énormément de flexibilité motrice. Ça, c'est très très important. Quitte à ce qu'ils ratent, quitte à ce qu'ils manquent, c'est pas un problème ça. Si je vous montre la vidéo ici, bon, on prend Kyrie Irving, vous allez voir que dans tout son travail de tir, au-delà des qualités techniques, il va s'entraîner et il va avoir beaucoup de tirs. Il va varier ses tirs. Et ça, moi, c'est important d'y aller. Et même avec les jeunes joueurs, je travaille ça. C'est pas grave s'ils sont parfois en déficit physique, déficit athlétique. En tout cas, sur les lâchers, il va y avoir des lay-ups, des pull-ups, il va y avoir des reverse lay-ups, il va y avoir des situations où on va ouvrir de l'autre côté. Donc oui, celui-là est un travail qui est nécessaire il est nécessaire d'avoir les qualités physiques. Pour autant, Kyrie, il va s'adapter à ce qui se passe, il va comprendre la situation et comme il est très à l'aise techniquement, eh bien, il va pouvoir trouver plein de solutions. Donc vous voyez, tous ces petits exercices de lâcher ici, où là on va être sur des reverse lay-up sur chaque main. Derrière, on va par contre là, c'est ce qu'on appelle wide hook, c'est-à-dire on va ouvrir largement. On ne le fait pas assez. Variez ça dans vos travails. Derrière, on peut retrouver d'autres situations. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, surtout pour les petits joueurs, les joueurs de petite taille, ce qui est important dans ces situations-là, c'est d'aller montrer le ballon. Du moment que l'on montre le ballon, les grands sont attirés par la balle. Et puis au dernier moment, hop, vous changez de situation et ça va empêcher le contre. Donc ça, c'est aussi des situations intéressantes. Donc on peut le faire à droite, on peut le faire à gauche. Ça fait aussi travailler les qualités physiques, ça fait travailler aussi la coordination et c'est intéressant. Il va travailler sur je change de direction en l'air pour aller chercher un tir différent. Donc voilà, toutes ces situations-là font que il y en a d'autres, hein, bien évidemment, mais ce qui va être intéressant dans ces situations-là, c'est justement de dire je ne travaille pas une situation de tir, je considère que l'une est tout aussi importante que l'autre, j'y passe du temps. Et là, ça va vraiment donner du sens à vos fondamentaux individuels quand le joueur va se retrouver dans le jeu, parce qu'il va comprendre, il va reconnaître ce qui se passe. Voilà. C'est pour moi quelque chose de primordial et qu'il faut être capable de faire. Alors, une fois qu'on a compris que le but c'était de l'espace et du temps, j'aide mon joueur à se créer son espace et se créer son temps. J'aide mon joueur à être capable d'être fort quand il a peu d'espace et peu de temps. Je développe le joueur pour l'aider à avoir un maximum de flexibilité motrice et un maximum de flexibilité technique. Il y a un paramètre qui est très important qu'on oublie. Les fondamentaux, je dirais, c'est connaître des choses. On a beau connaître, si on ne reconnaît pas, ça ne sert à rien de connaître. Vous avez eu souvent l'exemple de joueurs où vous décidiez sur un pick and roll de défendre, je dirais, en switch ou de défendre, peu importe, en passe à under, ça, à votre choix. Donc vous expliquez au joueur, le joueur comprend ce qu'il faut faire, mais en fait, quand il est dans la situation, tout va trop vite, il ne reconnaît pas. Donc entre connaître quelque chose et reconnaître quelque chose, c'est deux situations qui sont totalement différentes. Donc quand vous travaillez avec vos jeunes joueurs, les fondamentaux individuels, ce qui va être important, c'est de mettre des équations à plusieurs inconnus. Alors peut-être du plus simple, d'abord reconnaître ce que fait le défenseur, reconnaître ce que fait son coéquipier, reconnaître un autre défenseur, mais ce qui va être important, c'est ça par exemple. Donc dans cet exercice-là, bon, il y a un petit générique qui
qui fait 10 secondes avec le coach. Mais ça va enchaîner sur une situation simple. Ce monsieur va travailler avec des jeunes filles. Qu'est-ce qui va se passer sur le travail avec les jeunes filles? C'est qu'à la sortie du pic imaginaire, elle va devoir lire ce que fait le défenseur. Il n'y a pas pour moi, alors je ne suis pas du tout adepte d'arrêter la joueuse et de dire non, dans cette situation, il faut que tu fasses ça. Non, dans cette situation, il faut que tu fasses ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une seule réponse. La vie, ce n'est pas uniquement une seule réponse, une réponse que moi, je dois donner. Mon objectif, moi, ici, c'est pas du tout de travailler la technique. Mon seul objectif que j'aurai dans cette situation-là, c'est de travailler ce qu'elle voit. Pourquoi je dis ça? Parce que si elle voit quelque chose, ses pieds vont s'adapter automatiquement à ce qui se passe. Donc, lui apprendre de voir une chose, mais peut-être plusieurs choses. C'est-à-dire, dans cet exercice-là, on aurait pu aussi penser que la jeune fille qui fait la passe là-haut peut faire un main à main. La jeune fille en rouge va suivre, et donc la jeune fille en noir va devoir avoir lire la situation de deux choses, le coach, mais également la joueuse qui revient défendre derrière elle. Donc ça, c'est des situations que vous pouvez inventer. Multiplier. Donc là, il y aurait une équation à deux inconnus, mais on peut mettre des maillots, par exemple, les défenseurs qui sont en noir, les attaquants qui sont notre couleur, et derrière, je demande aux joueurs d'essayer de voir 2, 3, 4 choses en même temps. Et si le joueur apprend à voir plusieurs choses en même temps, 2, 3, 4 choses, on va obligatoirement se rapprocher des situations de match. Et donc, par rapport à ça, valoriser le travail individuel que l'on fait, parce que le joueur sera capable non seulement de connaître plein de choses, donc on a vu avec les lâchers, les différents tirs, les différents types d'appui, mais surtout capable de reconnaître ce qui se passe, donc voir ce qui passe, et donc il s'adaptera avec ses appuis, et donc ça sera beaucoup plus efficace au niveau du travail individuel que vous y aurez consenti, que si vous les mettez dans des situations bien fermées, bien arrêtées, avec une seule inconnue, une seule situation, qui en fait ne correspond à rien, si ce n'est qu'à la situation que vous travaillez. Voilà. Et la dernière chose que je veux voir par rapport au travail, et après on aura déjà avancé pas mal de fois, c'est justement, quand on est en pro, les coachs ont leurs idées, mais surtout les coachs vont construire des situations offensives en rapport avec les qualités des joueurs. Donc le joueur par exemple, on reprend Klay Thompson, il est très fort sur les off-scrim, donc on va mettre des situations de Klay Thompson avec les off-scrim. J'ai un poste 5, un poste 1 très bon, donc on va les mettre ensemble sur des situations de pick and roll, ça c'est la logique. Moi j'aimerais que, en tout cas moi ce que je souhaite, c'est que quand on travaille avec les jeunes joueurs, et les jeunes joueuses, on fasse l'inverse en fait. C'est-à-dire que je sais en fonction de l'âge ce que j'ai envie d'amener et de travailler sur les fondamentaux individuels, avec ballon, sans ballon dans les situations, et dans la lecture et dans la reconnaissance. Et donc par rapport à ça, je vais mettre en place une situation de jeu qui va me permettre de trouver des situations qui vont amener les joueurs à lire ce qui se passe, comprendre ce qui se passe, amener les joueurs en situation de lecture de passe, en situation de lecture de prise d'écran, en situation d'un contre un. Donc là, je vous ai montré une forme offensive que j'ai pris au hasard, mais il peut y en avoir plein, et surtout c'est par rapport à vos envies et vos préoccupations. Mais moi, elle m'intéressait pour plusieurs aspects, parce que déjà, elle rassemble l'aspect collectif, c'est pas que de l'isolation en un contre un, et qu'il va y avoir de la lecture, beaucoup de lecture sur je ne peux pas prendre qu'une seule information pour comprendre ce qui se passe. Donc par exemple, ce qui m'importe dans le fait de couper comme ça et de curler comme le joueur va montrer, c'est que le joueur qui a la balle en position 3 doit avoir de la lecture dans la passe, mais que le joueur doit avoir de la lecture, le joueur qui coupe doit avoir de la lecture sur ce que le joueur fait. Et moi, ce qui m'importe, par exemple, et ce que je demanderais au joueur qui a la balle, c'est de pas uniquement poser ses yeux sur le joueur qui coupe, mais d'être capable de voir, par exemple, pour le numéro 11, son coéquipier, le défenseur, l'aide de l'aide, et je simplifierai ce travail-là pour pouvoir aller là-dessus. On peut trouver des situations de backup, donc c'est-à-dire que le défenseur a anticipé la montée de l'écran, donc je vais aller partir et je vais aller couper dans son dos. Ça aussi, c'est des choses qu'on ne travaille pas assez, mais là, boum, le joueur a bien lu ce qui se passait, grande qualité, et on oblige systématiquement le joueur à lire et comprendre ce qui se passe. Voilà, bam, le joueur a tourné, je comprends ce qui se passe, et moi, en tant que passeur, je vois plusieurs choses. Pourquoi je vous ai montré ça aussi? C'est parce qu'on parle toujours le ballon avec la main, mais ça fait partie de mon travail d'aider des joueurs à devenir plus forts dans la lecture, ce que j'appelle off-ball, c'est-à-dire dans le jeu sans ballon. Voilà, là ici, on retrouve une situation d'écran et le joueur vient de tirer sur du catch and shoot et on est dans une situation de continuité d'exercice. Donc il y a eu le curl, il y a eu éventuellement le backdoor et derrière on rajoute une situation off-screen, bam, où le joueur, s'il a du temps et de l'espace, là on a vu, c'est le collectif qui a créé le temps et l'espace, même si on pourrait reparler de la qualité défensive, mais c'est le temps et l'espace qui crée le tir. Alors là où c'est plutôt bien fait, c'est que dans cette continuité-là,
s'il n'y a pas eu de situation sur le curl, s'il n'y a pas eu de situation sur le backdoor dans le travail individuel, et ben, derrière, on va se retrouver en situation de qualité d'un contre un. Ben, tu reçois la balle, tu joues ton 1 contre 1 et tu comprends ce qui se passe, tu vois ce qui se passe. Voilà, adapter son lâcher, adapter ses situations. Et donc, on pourrait continuer cette forme de jeu, mais vous avez compris le sens et vous avez compris l'idée. L'idée, c'est de dire, euh, en pro, je pars des qualités de mes joueurs et puis je les mets dans ce qu'ils aiment faire et ce qu'ils savent faire pour que l'équipe soit la plus forte et la plus efficace possible. Évidemment, avec les idées que le coach peut avoir, mais souvent le coach prend des joueurs qui sont en cohérence avec les idées qu'il a, la manière dont il veut faire jouer l'équipe. Et quand on est dans du travail avec des jeunes joueurs, je pense que c'est important de faire l'inverse. Alors, se mettre des objectifs en fonction de l'âge des joueurs et en fonction du niveau des joueurs, puis créer des collectifs, créer des formes de jeu qui vont permettre justement d'aller permettre aux joueuses et aux joueurs de progresser individuellement, techniquement, tactiquement, grâce à ces situations-là et au travail individuel qu'on aura fait. Euh, Écoutez, moi voilà, ça fait 45 minutes, donc je trouve on est pas mal dans le timing. Si je devais vraiment résumer le travail qu'on a fait ici, c'est de dire euh, on entrevoit le développement individuel dans un cadre d'équipe, pas dans le cadre uniquement du développement individuel hors saison, et comment et quelle est la place et quelle est la réflexion pour que ce travail individuel soit le plus efficient possible et soit de meilleure qualité possible pour qu'il permette à l'équipe de gagner des matchs parce que les joueurs sont meilleurs, parce qu'on lit mieux les situations, parce qu'on comprend mieux. En pro, il y aura une adaptation obligatoire par rapport au profil du joueur, par rapport au background du joueur, à l'expérience du joueur, à ce que le joueur veut. Est-ce que je travaille avec un joueur star ou un joueur prospect en développement? Voilà, ça c'est pas pareil, c'est pas la même chose du tout. Et quand je vais être avec des jeunes joueurs et des jeunes joueuses, l'idée ça va être de comprendre qu'on ne peut pas cloisonner le travail de fondamentaux à la réalité du jeu, qu'il va falloir qu'on accepte que le joueur ne marque pas, mais que le joueur soit capable de donner une situation qui correspond, en tout cas une réponse qui correspond à une situation qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Donc mon rôle à moi, il est évidemment de l'aider à connaître des choses, mais surtout aussi de l'aider à reconnaître. Donc alterner entre des situations fermées, des situations avec plusieurs inconnus pour que le joueur reconnaisse ce qui se passe, développe sa qualité de read the court, voir le terrain. Ça c'est important. Et construisez bien vos formes de jeu offensives en cohérence avec le développement individuel que vous souhaitez amener aux joueurs. Ce développement individuel, évidemment, si vous avez envie d'amener des joueurs vers le très haut niveau, il doit obligatoirement s'adapter aux exigences du très haut niveau. Voilà, écoutez, pour moi, ça en est terminé. Je vous remercie. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à venir les poser sur le site en bas de la vidéo en commentaire et je serai ravi d'y répondre. Merci de votre attention. Merci encore une fois à MBCA et à coach Aziz de leur confiance. Et puis je souhaite qu'on se retrouve très vite et très prochainement, peut-être pour pour une prochaine information. Je regarde si j'arrive à trouver des questions. Euh, donc je regarde sur le site. Excusez-moi parce que je faisais en direct. Écoutez, il n'y a pas trop de questions. Donc moi en tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite bonne continuation et à très bientôt.